ça fait ça. Oui. Joseph Kabila, l'ancien président de la République démocratique du Congo, est arrivé en RD Congo par Goma, une zone occupée par la rébellion du M23 et ses supplétifs. Nous allons en parler dans ces cadres spéciaux qui reçoit quelques invités. Vous avez à ma gauche Gandhi Kassende, il n'est plus à présenter, c'était un analyste politique. Vous avez également l'homme de l'IDPS qui est devant moi, j'allais dire à ma droite, mais juste devant moi, Junior Katende. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à monsieur Gandhi Kassende. Je suis très heureux d'être dans ces plateaux pour partager nos opinions par rapport aux questions qui se posent à l'heure actuelle en République démocratique du Congo. Gandhi Kassende, bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci de m'inviter, de m'avoir invité. Et puis merci également à toute votre équipe administrative et technique. Et puis également une salutation à nos téléspectateurs et puis mon co-débatteur Katende. Merci à vous. Nous allons poser le contexte. Tenez que le sénateur Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la RDC, est arrivé vendredi 18 avril à Goma, dans la province du Nord Kivu, une région actuellement sous les contrôles des rebelles de l'AFC M23 et de l'air allié rwandais. Plusieurs remous dans la clameur publique. Il y a ceux qui pensent que Kabila soutient celui qui soutiendrait Nanga, je suis au conditionnel, mais Kinshasa affirme que l'AFC, c'est Kabila et le M23, c'est Paul Kagame. Qui dit faux et qui dit vrai. Pourquoi Kabila devrait-il rentrer au pays par Goma? C'est une grande question qui suscite une avalanche de réactions. Nous allons interroger nos invités qui vont analyser froidement cette question étatique. Junior Katende, le fait que Kabila rentre au pays par Goma, vous êtes de l'UDPS, comment percevez-vous cette façon de faire? Très belle question. De prime abord, nous, de l'UDPS, nous ne sommes pas surpris. Parce que vous vous rappelez, notre secrétaire général faisant office du président AI de l'UDPS avait dit dans son temps que Kabila Abimamboka a ebisa mutute, bata service ba ebité, bota la namboka Mombaso au na Kabila. À l'époque, il y a eu des insultes. Les gens se sont pris en lui pour dire que non, c'est quelqu'un qui cherche des troubles et consorts. Mais il s'est avéré que tout ce qu'il avait dit jusqu'à aujourd'hui était vrai. Devant-on l'appeler prophète politique? Ça, je ne sais pas. Mais ça s'apparente vraiment beaucoup. Mais le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a dit pendant un moment que c'est le sénateur Avi Joseph Kabila qui était derrière l'AFC de Corneille Nangaa et que Corneille Nangaa n'était qu'un exécutant de Joseph Kabila. Beaucoup ne l'ont pas cru. Mais comment on peut comprendre aujourd'hui qu'un ancien chef de l'État rentre par où il y a des rebelles? Des deux choses l'une. Soit l'ex-président Joseph Kabila est avec les rebelles, soit il soutient les rebelles. Dans tous les deux cas, c'est pire pour un chef de l'État. Un ancien chef de l'État est censé avoir ce qu'on appelle de la retenue. C'est d'être un patriote. Il a été dépositaire de lois de la République. Il ne peut pas les violer. Donc même les statuts, il est en train de violer systématiquement les statuts des anciens chefs d'État. Mais par Goma, conséquent, Goma c'est chez lui. Il y a des gens qui pensent que Goma c'est chez lui, comme Kinshasa également c'est chez lui. Il pouvait rentrer au pays par n'importe quelle province du pays. Mais une province qui est assiégée par une armée étrangère et ses supplétifs qui sont les M23 et consorts, c'est par là où un ancien président de la République qui est censé être patriote, qui est censé soutenir les institutions de la République, qui est censé respecter la population, cette population meurtrie qui a fait de lui président de la République, c'est là où il va entrer. Mais c'est faire part belle au Rwanda qui a toujours dit que non, c'est une affaire congolo-congolaise. Vous comprenez? On est en train de donner raison aux gens qui avaient dit que M. Paul Kagame avait ordonné à Kabila et les autres Congolais de s'afficher clairement. Donc, c'est fait Kabila s'affiche clairement qui est celui qui combat le régime de Tshisekedi. Mais c'est très clair parce que soit vous soutenez le régime Tshisekedi, soit vous êtes contre le régime Tshisekedi. Mais en faisant une opposition républicaine, je comprendrai. Mais aller s'encointer avec les rebelles, mais ça pose beaucoup de questions et ça a vraiment déçu beaucoup de ceux qui faisaient confiance à Du côté du PPRD, des accusations ont été rejetées contre Kabila. Ferdinand Kambere pense que ce sont des faux bouillants
Pour lui, toutes les tentatives visant à discréditer Kabila et sa formation politique sont nulles et vaines. Gandhi Kassende, le retour de Kabila par Goma, peut-on dire que Kabila est libre de rentrer chez lui par n'importe quelle province? Oui, il voudrait. Mais ça pose un problème. Dans un État normal, un État qui est en paix, un État qui n'est pas en fait submergé par les exactions telles que nous le connaissons au niveau de l'Est, oui, il peut rentrer normalement par n'importe quel point de la République. Ça, c'est normal. Mais on n'est pas dans une situation normale. On est dans une situation de guerre. Et une situation de guerre avec qui, contre qui, c'est par rapport au Rwanda qui est venu accompagner le M23, lui compris, je vais le démontrer par la suite, pour pouvoir occuper certains territoires de la République démocratique du Congo avec comme objectif de changer le régime qui est en place. C'est leur objectif. Mais il s'avère que Kabila est venu, pourquoi? Puisqu'il était toujours dans la clandestinité. Il arrive, moi je pense qu'il y a 2 ou 3 hypothèses. Première hypothèse, c'est qu'il sait, il voit, tel que moi je le pense, qu'on est vers la fin de la guerre. Zoro est arrivé, Zoro a déjà décidé que la guerre est terminée. Zoro, c'est qui? C'est les États-Unis. Trump a déjà décidé que la guerre est finie. On attend simplement que les choses rentrent dans l'ordre tel que défini par la résolution 2773 des Nations Unies. La guerre est finie. Donc, soit Kabila est venu pour dire que, rentrer triomphalement en disant c'est lui qui a négocié avec les M23 pour pouvoir faire en sorte que la paix revienne dans la République démocratique du Congo. Ça peut être ça, première hypothèse. Deuxième hypothèse, et c'est ça en danger, puisque la guerre va vers la fin, et c'est ça en danger, puisqu'il ne saura pas où rester, de peur que les Américains viennent le récupérer partout où il sera au niveau de l'Afrique du Sud, pour ne pas commettre la même erreur que Bemba a commis à l'époque, d'aller à l'étranger. Donc il s'est dit, mieux vaut qu'on m'arrête dans mon pays. Dans mon pays, j'aurai encore des gens qui vont me défendre, etc. Deuxième hypothèse. Troisième hypothèse, c'est un peu ce que notre ami Katende Junior a dit, à savoir, il y a eu la pression de ses mentors, à savoir Kagame, Moussereni et les autres qui ont dit il faut te mouiller. Nous, on a mouillé les maillots, à toi aussi de mouiller les maillots. Donc, ça peut tout ça. Ce sont les 3 hypothèses possibles. Mais qu'il rentre comme il est rentré, personne ne peut accepter ça. Un ancien président de la République, si tu es de cette nation, de ce pays, tu es patriote, tu as été président de la République, il n'a même pas eu le temps de condamner officiellement les exactions qu'il y a eu à l'Est. Il n'a jamais condamné. Il n'a jamais pointé Kabila. Non, pas Kabila. Kagame. Kagame, ce sont des cousins, donc le problème ne se pose pas. Il n'a jamais pointé tout cela. Donc, fort de tous ces éléments-là, moi je dis qu'il ne faudra pas que notre État reste inerte. Des autorités publiques. Pas de déclaration officielle depuis que Kabila a foulé ses pieds à Goma. Le gouvernement, par le trichement de son porte-parole, n'a rien dit. Non, mais c'est dommage. À un moment donné, il faut faire les choses à chaud. Pendant que le fer est chaud, il faut le battre. Moi, je dis aujourd'hui, nos parlementaires qui sont mous sont là. Aucun député, aucun sénateur... Comment Sassou Eliezer a initié une proposition de loi visant à contrecaler certains avantages liés au statut des anciens présidents de la République. C'est un pas. Mais il faut aller plus loin. C'est un traître. Il s'est mis dans une situation de traîtrise. Le Parlement doit réagir, c'est-à-dire l'Assemblée, le Sénat. Les partis politiques autres que l'UDPS doivent aussi agir et réagir. On ne doit pas accepter ce genre de situation. Le pays est en danger. Un ancien président de la République qui pouvait être parmi les gens qui protègent la République, il est en train de pouvoir se mettre du côté des fossoyeurs de la République. Est-ce que le fait qu'il soit à Goma, ça prouve qu'il a légitimé le combat des rebelles? Un des éléments. Pourquoi on ne l'arrête pas? Pourquoi ils ne l'ont pas arrêté? Pourquoi les rebelles ne l'ont pas arrêté? Il est protégé même par les rebelles. Ça pose un problème. Il faut qu'il s'explique là-dessus. Moi, je dis pour s'expliquer là-dessus, il faudra que les autorités publiques, au travers la justice, qu'on lève son immunité, qu'on puisse l'écouter, comprendre sa démarche, son comportement. On ne peut pas laisser les choses comme ça. C'est pour ça que ce pays ici tourne en rond, fait du surplace. On stagne à cause de ces gens
de la non-présence de l'État, de l'autorité publique. Il faut donner l'exemple pour que demain, il n'y ait pas d'autres qui puissent faire autant que lui. Mais on a laissé ce pays-là dans les mains de l'étranger. On l'a su déjà pour certains d'entre nous depuis l'entrée de la FDL au pays. On s'est dit que le pays est vendu. Le pays était vendu déjà à l'époque. Tout le monde le savait. Certes, un de ceux qui ont fait qu'il y ait l'entrée de Kagame et des Ougandais et des autres dans notre pays, gère notre pays, c'était un patriote, comment il s'appelle, le père Kabila. Mais il avait commis déjà une faute. Mais l'avantage avec Kabila père, c'est qu'il a réellement reconnu son erreur. Il avait reconnu son erreur. Il a demandé un mea culpa, qu'on puisse faire partir les Rwandais. Qui les a fait rentrer ici? C'est lui. Mais c'était une erreur. Mais le fils vient enfoncer le clou, faire pire que le père. En principe, il devrait corriger, comme le père le voulait corriger la situation. Mais il nous a empêtré notre pays dans une situation difficile. On a du mal à nous en sortir, n'eût été l'implication de la société internationale au travers du droit international qui est en train de sauver ce pays. On n'a pas encore de résultats, mais je suis optimiste qu'on va vers la fin de la guerre. Le 8 avril dernier, dans une adresse à Jeune Afrique, Kabila avait annoncé son retour en RD Congo après 6 ans de silence. Qu'atteignait en quelque sorte les combats de l'UDPS? Vous avez poussé Kabila à s'exprimer. Vous n'étiez pas content par le fait que Kabila ait gardé un silence abasourdi pendant qu'à l'est de la République, ça bouillonnait. Kabila a brisé le silence, il est rentré au pays et ça fait débat. Mais vous allez vous rendre compte que M. Kabila est sorti du silence quand on a commencé à sanctionner les Rwandais. Avant, quand les Rwandais n'étaient pas sanctionnés, ni Kabila, ni Kagame, ni Pipemo. Là, c'était le moment où le président de la République, Félix Tshisekedi, dit parler, expliquer. Maintenant, la paire a changé les camps. Vous allez vous rendre compte que le président Félix Tshisekedi ne parle plus. Maintenant, c'est à ceux qui étaient réputés comme des rois du silence. Ils sont en train de se pavaner partout pour essayer d'expliquer leur sort. Pourquoi? Parce que M. Kagame a perdu ses pédales. M. Kagame a demandé à tout le monde de s'afficher. Voilà. M. Kabila a commencé à parler. Je me demande même si le sénateur a vu Kabila a vraiment de conseils. J'ai l'impression qu'il fait ce qui vient dans sa tête. Il en a et autant. Les autres sont obligés de le suivre. Il en a autant, des conseillers. Ça, c'est ce que vous dites. Il y a une cellule de crise qui a été installée au niveau du PPRD. J'ai suivi, je ne sais pas si ce compte-là, c'est vraiment lui, mais c'est un compte certifié, où c'est écrit, Joseph Kabila a bien dit que la démarche, il ne pousse plus actuellement la démarche du PPRD, du FCC. Donc par conséquent, lui, il a sa vision, il a son plan. Quand M. Janou Boubenga est allé répondre au nom du FCC aux consultations demandées par les chefs de l'État. Jeannot Lompepe, maître Jeannot Lompepe. Jeannot Lompepe, voilà, c'est mon frère là. Donc vous comprenez. Donc c'est pour dire que le sénateur avait été dans un schéma du retour au pouvoir. Mais il sait bien que ce n'est pas possible que le PPRD puisse retourner au pouvoir par les élections. Ce n'est pas possible. Donc, les fameux plans B dont on nous a toujours parlé, c'était soit un coup d'État ou bien une reprise par... c'est toujours le coup d'État, reprise par les armes. Et que ce soit le plan A, que ce soit le plan B, que le plan C, tous ont échoué. Fachi a démontré que ça servait à quelque chose quand il était pendant des années aux côtés de son père, à œuvrer du côté de la diplomatie internationale, du côté de la diplomatie, en étant secrétaire national chargé des affaires étrangères pour le compte de l'UDPS. Et comme un fin tacticien, il a détricoté tout ça et il a eu l'occasion... Les gens n'avaient pas compris quand les chefs de l'État avaient placé Mme Kaikwamba comme étant chef de la diplomatie congolaise. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'était un choix judicieux. On peut être jeune et bien faire les choses. Donc, aux côtés de cette dame, ça a vraiment facilité les choses aujourd'hui. C'est nous qui sommes attentifs et le régime rwandais est en train de vociférer. D'ailleurs, c'est un régime finissant. Alors, vous avez, je parle du pouvoir, perquisitionné l'une des concessions des Kabila sans qu'il y ait un procès et des éléments probants devant vous donner les cutus d'aller perquisitionner sa concession. N'est-ce pas la violation de la loi?
On doit expliquer que la justice n'est pas liée à un pouvoir. Il y a séparation de justice. Comment est-ce qu'on va mettre l'IDPS dans ce que se fait la justice? Ça, c'est de 1 et de 2. On ne peut pas interdire à la justice de faire son travail. Mais la perquisition est légale. La force de la coercition revient à l'État. L'État peut imposer, peut contraindre. Qui sommes-nous pour empêcher qu'on puisse avoir des perquisitions? Mais pas plus tard qu'il y a des jours, on a ramassé plus de centaines de ballots, 29 ballots qui contiennent des tenues militaires. Pourquoi? C'est parce qu'il y a eu perquisition. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas interdire, quand l'État se sent menacé, quand la justice sent qu'il y a un problème, de faire son travail. C'est pas de l'acharnement. De l'acharnement? Oui. Mais de l'acharnement par rapport aux gens qui complotent contre l'État congolais. Parce que Maman Olive a déploré ces biens qui ont été détenus, retenus par les services de sécurité, par des véhicules et d'autres engins. Je n'aime pas trop parler de dame, mais Maman Olive nous avait dit que son époux est en train de travailler en silence. Mais on s'est rendu compte que c'était un travail sournois, un travail dangereux pour la République. N'ayons pas peur de mots. Aujourd'hui, ils sont en débandade. Parce que je pense que dans leur tête, ils ont fait 18 ans, mais ils pensent que c'est peu. Ils doivent encore revenir au pouvoir. Mais ils doivent le savoir. Le PPRD, l'AFC, prenez tout ce que vous voulez, ne reviendront plus jamais au pouvoir. De la même manière que le moboutisme est passé, le kabylisme est passé. Il n'y a pas un règne éternel. La RDC a tout donné au régime Kabila. Mais la RDC n'a jamais eu vocation de devenir une propriété privée de Joseph Kabila. Non. Ce n'est pas parce qu'il a fait 18 ans à la tête de la République que la République l'appartient. De la même manière que le maréchal Mobutu, quand il est décédé, il est parti sans le Congo. Kabila a trouvé le Congo, Kabila doit laisser le Congo. Qui est cette personne-là qui fait comprendre à Kabila que non, il doit continuer à être utile au Congo? Qui lui dit que c'est lui qui est le plus sage de tous les sages en République du Congo? Même le président Tshisekedi, un jour, il passera. Donc Kabila est déjà passé, il devait se contenter de bienfaits que les chefs de l'État lui accordaient beaucoup de largesse. Comme chef de l'État, il a pesé de tout son poids pour que son prédécesseur soit à l'aise. Mais j'ai eu l'impression que le chef de l'État a donné la main, Kabila a voulu prendre les bras, et ça, c'est ça tout le problème. Gandhi Kassende perquisitionné Tsélé, le parc animalier de Joseph Kabila Kabange. Est-ce une bonne démarche? Difficile de juger. Et si on perquisitionne ou si on donne le droit de perquisitionner, c'est qu'il y a anguille sous roche. C'est qu'il y a des soupçons. On peut supposer que Kabila peut cacher des armes. Maman Olive parle, à part des animaux, il n'y a pas d'armes. Mais comment ça, on peut ce qu'a dit Maman Olive Lembe. Ah oui, mais c'est sa parole contre la vision de la justice militaire. Madame Olive Lembe a déclaré cela, mais on attend les résultats des enquêtes. Si les enquêtes démontrent qu'il n'y a pas de choses horribles, inacceptables dans cette concession, l'affaire... Mais est-ce opportun? Est-ce opportun? À quel moment il y a le temps, l'opportunité pour faire les choses? C'est opportun puisqu'on est en situation de guerre. On est en situation de guerre, on a des zones entières occupées par les rebelles, occupées par les Rwandais et soutenues en cela par certains de nos compatriotes, notamment un des premiers qui pouvait défendre cette République. Donc l'opportunité, c'est aussi ça. Moi, j'ai dit, si on ne le fait pas aujourd'hui, on le fera quand Kinshasa, Lubumbashi seront occupés. C'est maintenant, il faut prendre le devant, quitte à se tromper. Au nom de la cohésion nationale, ne faudrait-il pas envisager d'autres démarches inclusives comme le pacte social prôné par la CENCO, qui est salué par la France, en lieu et place de chercher les pouces sur la tête d'un chauve? Non, la cohésion nationale, on dirait que cette cohésion, on recherche cette cohésion au niveau des politiques. Ça pose un problème. La cohésion nationale, on devrait le rechercher au sein de nos populations. La cohésion nationale, c'est quand le peuple peut se vêtir, peut se faire soigner, peut aider ses enfants à aller à l'école, etc. L'équilibre, c'est dans la société. On ne doit pas le rechercher au travers des individus qui ont confisqué ce pouvoir du peuple depuis 60, quels que soient les régimes qui se sont succédés.
La cohésion, ils ont toujours recherché la cohésion des dialogues entre eux, au détriment du peuple. La cohésion nationale, c'est d'abord le peuple, la population. Qui souffre, qui meurt à l'Est là? Ce ne sont pas les hommes politiques, ce ne sont pas les députés, les anciens ministres, les anciens chefs de l'État. C'est le peuple congolais qui meurt. Non, mais il y a des gens qui ont pris les armes pour combattre ce peuple. Encore faudrait-il les approcher pour savoir quelles sont les motivations qu'ils ont poussé à prendre les armes et combattre un régime légalement établi. Vous avez donné un exemple là. Moi, je rigole. On est content de parler de pacte social des révérends, pasteurs ou prêtres. C'est bien, on les respecte hein, dans leur mission pour parler de Dieu, de l'évangile et autres, c'est leur mission. Mais quand on parle dans une situation de guerre, la démarche qui est celle de pasteurs et des prêtres, c'est une démarche négative. Comment ça négative? Pour la première fois dans l'histoire, je vois ça. Ton pays est en guerre. Toi, tu es en train de faire la tournée, le tour du monde, à commencer même par les pays envahisseurs pour aller négocier, discuter avec ces détracteurs, ces envahisseurs. Vous avez vu en Ukraine, les présidents ukrainiens acceptaient que les prêtres, les pasteurs aillent en URSS ou dans le monde entier en train de convaincre, de solliciter l'appui des différents États. Vous avez vu à l'époque de la Première Guerre mondiale ou la Seconde mondiale, les prêtres agir comme ça. C'est la première fois dans l'histoire où on voit les prêtres en train d'aller s'agenouiller devant celui qui envahit leur pays. Mais c'est une démarche négative. Qu'ils aient accompli cette démarche en interne avec les opposants congolais ou avec le Congolais en général, oui, pas de problème. Mais là, à l'extérieur, et prise en charge par cet extérieur, moi je dis, mais c'est un handicap pour notre pays. Les gens qui pouvaient nous soutenir, nous renforcer, ce sont ceux-là même qui essayent de détruire. Est-ce qu'ils ont rencontré leur équivalent au Rwanda, c'est-à-dire les pasteurs de Rwanda, les prêtres du Rwanda? Non, je ne pense pas. Et vous avez cité le cas de la France. Mais en citant le cas de la France qui trouve que c'est une bonne démarche, oui. Mais à contrario, les Américains... Macron a même tweeté pour encourager les prélats catholiques oui, de les cesser, de poursuivre leur démarche. À la différence des Américains, les Américains ne sont pas d'accord avec tous ces conglomérats d'organisations qui travaillent pour faire revenir. Ils sont contre. Il y a une résolution qui a été votée à l'unanimité par les membres du Conseil de sécurité. Qui n'a pas encore porté les fruits, Thérèse Kayikwamba, ça n'est plein. Ça commence, le fruit, Kayikwamba est bien placé pour savoir qu'en diplomatie, les résultats, ce n'est pas dans l'immédiat. On vous dit par ailleurs qu'il y a les démarches de Doha. Le Doha travaille avec les Américains, c'est en train d'aller, bon an, mal an, dans le bon sens. Et les Américains ont encore déclaré au travers le conseiller principal en matière africaine que le Rwanda et les M23 doivent quitter l'Est du Congo. Ça a été dit clairement. Il a affirmé non seulement ce point-là, il a affirmé aussi qu'actuellement, ils sont en tractation pour trouver des accords entre eux et la République démocratique du Congo. Moi, je pense que ça va dans le bon sens. Ce n'est pas la France qui vient... La France est déjà dépossédée de l'Afrique. Vous voyez déjà ce qui se passe au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Hein. Oui. Mais si vous regardez bien le cheminement, on est en train de faire sortir la France de l'Afrique. Qui va remplacer... C'est la Chine qui s'impose. Non, ce n'est pas la Chine. Ce sera ou l'URSS, une partie, et les États-Unis qui vont se partager. Ce sera un Yalta. Hein. Ce sera de nouveau un nouveau Yalta, mais en Afrique, où la France n'existera plus, l'Angleterre n'existera plus. Ce sera ou les Russes qui vont prendre une partie, notamment l'Afrique de l'Ouest, et le reste, ce sera les États-Unis. Qu'on le veuille ou non, les États-Unis ont une politique d'ici dans les années qui viennent, dans les 25 ans à venir, de pouvoir récupérer toute cette zone-là de l'Afrique centrale, de l'Afrique australe et une partie de l'Afrique de l'Est. C'est ça l'objectif des Américains. Très bien. Et le reste, ils vont le laisser aux Russes. La France peut toujours faire ces déclarations. Après Macron, ce sera une remise en cause de cette politique française-là. Puisque Macron n'est pas soutenu par la majorité des peuples français, vous le savez. Ah, c'est vous qui le dites. Hein. L'avenir de la RDC semble connaître des affreints, selon certaines internautes qui nous écrivent, qui parlent de ces climats tendus en RD Congo où
on parle des perquisitions des maisons des Kabila, mais vous avez le camp Katumbi qui parle du fédéralisme en RD Congo pendant qu'on a certains de nos territoires qui sont occupés illégalement par les rebelles du M23. Je voudrais avoir votre analyse. Où va le Congo avec ces climats politiques tendus pendant que le peuple congolais n'a pas trouvé l'assentiment en ce qui concerne les sociales? Vous savez, la majorité des opposants congolais ont compris que s'il faut passer par les urnes, ils ne battront jamais Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi, pour beaucoup, elles ont embrassé le schéma du Rwanda, le schéma de la prédation des armes, le schéma qui consiste à faire tuer les populations congolaises. C'est qui est condamné par la Constitution. Oui, pour obtenir gain de cause. Mais ça se voit quand vous lisez les tweets de Kamita, vous lisez M. Hervé Diakese. Vous sentez qu'ils ont carrément adoubé les M23, adoubé la position rwandaise. Maintenant, dites-moi, partant de ça, quand ils amènent leurs propositions sur le fédéralisme maintenant, on ne peut que lire un agenda caché des balkanisations. Les gens ont dit non, mais fédéralisme ne signifie pas balkanisation. Mais le fédéralisme est une voie par laquelle on peut facilement conduire un pays à la balkanisation par rapport à l'unitarisme. Vous comprenez? Vous allez donner plus d'autonomie aux provinces, plus de force aux dirigeants des provinces, et ils peuvent tout simplement demander leur autodétermination qui va ouvrir la voie vers la balkanisation. Voilà pourquoi Lumumba avait vu juste depuis 1960 pour dire que notre pays, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un État unitariste. Quand on dit que non, c'est parce que l'État unitariste n'a pas conduit au développement. Mais le développement, ça n'a rien à voir avec le fédéralisme ou bien avec l'État unitarisme. Il faut tout simplement une bonne gestion. Quand vous gérez très bien, vous faites ce qu'on appelle la lutte contre les antivaleurs, le développement va venir. Mais si la corruption continue à battre son plein, vous pouvez changer les formes de régime que vous voulez, les formes de l'État que vous voulez, on n'atteindra jamais le développement. Mais 62 ans après, n'est-ce pas qu'il était très important également pour que les Congolais pointent un autre postulat quand Kamita parle du fédéralisme? Il y a ceux qui prennent cela pour de la méchanceté, pour de la balkanisation, et pourtant c'est un intellectuel qui réfléchit à haute voix. Non, M. Kamita vous fait croire qu'il réfléchit avec son cerveau, mais la réalité est qu'il réfléchit par procuration. Il ne pousse que les idées du côté où il se trouve. M. Kamita, aussi aujourd'hui, le président Fachi accède à leur demande. Aujourd'hui, il va se contredire pour soutenir tout ce que Félix Tshisekedi est en train de faire. Donc ça, ce sont nos politiciens servent leur intérêt. Ils ne servent jamais l'intérêt de la population pour la plupart. Voilà, c'est ce que le chef de l'État est en train de combattre, mais il est en train de recevoir le revers de la médaille. Parce que même dans sa propre famille... Non au fédéralisme déjà. Donc même vous êtes contre le fédéralisme, l'idée du fédéralisme. Pour le moment, on ne peut pas soutenir cette idée de fédéralisme parce que nous sommes un État fragile. Vous comprenez? On doit d'abord faire un État fort et voir. J'ai dit, pour quelle fin? Parce que si c'est pour les soucis de développement, le développement vient quand on gère bien. Le développement vient quand on lutte contre la corruption. Le développement vient quand on fait des investissements sérieux. Tout simplement. Ça n'a rien à voir avec les formes de l'État. On peut devenir même un royaume aujourd'hui, tout ce qu'on veut. Si la gestion n'est pas bonne, on va continuer toujours à couper dans les sous-développements. Tenez, vous avez, là maintenant je parle même pour ceux qui sont dans l'Union sacrée. Tous ces chefs de corps-là, ils sont payés combien? Ils ont des salaires mirobolants. Mais quand le chef de l'État dit qu'on doit baisser les trains de vie de l'État, tout le monde réchine. C'est pour vous dire que ces gens, pour la plupart, elles travaillent pour les intérêts de leur famille, de leurs femmes, de leurs concubines, et non pour les intérêts du peuple congolais. Mais la faute incombe à qui? La faute incombe à la population congolaise qui sont pour la plupart des fanatiques des hommes. Elle doit faire quoi la population? C'est pas elle qui gère déjà. Je vais vous expliquer. Oui. On doit être des patriotes. Mais nous, ici, nous avons des tshisekédistes, des kabilistes, des katumbistes, des bembistes, des fayoulistes. Donc, quand Fayoulou dit A, les partisans de Fayoulou, c'est ça ou rien. Quand Katumbi dit A, les partisans de Fayoulou, de Katumbi, c'est ça ou rien. Quand le président Tshisekedi dit A, les partisans de Tshisekedi disent c'est ça ou rien. Et c'est là où vient la faiblesse de notre pays. Et nos politiques en profitent. Parce qu'ils savent que, quel que soit ce que je peux faire, je sais que ma base va me soutenir. Et ça, c'est dangereux. Merci beaucoup, Junior Katende. Gandhi Kassende, le fédéralisme qui est le garant de la stabilité politique et sociale,
pose problème en RD Congo parce que Kamitatou, il est opposant. Quand un opposant parle, c'est comme les diables qui prêchent dans une église. Et donc, sa prédication ne passe pas. Le côté positif du fédéralisme en RD Congo n'est pas exploité. Les gens pensent que c'est de la balkanisation. Votre avis? Mon avis, c'était d'abord une première réflexion. J'ai dit l'incohérence, la méconnaissance des hommes politiques chez nous. Ils n'ont pas d'abord une culture politique. Il y a quelques mois, il y a eu un débat sur la Constitution, à savoir la Constitution que nous avons actuellement ne répond pas aux besoins de développement du pays. J'étais complètement d'accord pour qu'on puisse modifier ou changer cette Constitution. Tout le monde a lancé des diatribes en direction du président actuel de la République, Tshisekedi. Mais ce sont les mêmes, notamment ceux de l'ensemble, au travers Kamitatou, qui maintenant recommandent le fédéralisme. Par quel biais vont-ils imposer le fédéralisme? En ce moment-là, il ne faudra pas toucher la Constitution pour vous dire que nos hommes politiques sont irréfléchis. Certains, peut-être pas tous. C'est que je ne comprends pas d'abord cette façon de réfléchir. Vous êtes contre le changement de Constitution et vous proposez un système politique, puisque c'est la forme de l'État, qui nécessite qu'on puisse aller vers le peuple, vers le Parlement, pour savoir s'il y a lieu de modifier ou de changer la Constitution. Mais ils sont en porte-à-faux. Mais pour revenir à la notion même, notre pays n'a jamais été un État à 100% unitaire ou fédéral, à 100% fédéral. Vous le savez, depuis l'indépendance, ces débats entre le fédéralisme et l'unitarisme, ça a toujours été un débat essentiel. Mais quand on regarde le concret, si on regarde sur le plan théorique, l'État unitaire a des côtés ombre et des côtés lumière, de la même manière, du côté fédéral, il y a des côtés ombre, côté lumière. Quand on regarde l'unité, du moins l'État unitaire, l'avantage c'est quoi? C'est la préservation de l'unité nationale. C'est le contrôle du pays par l'organe central. Mais dans cet État unitaire, comme nous le vivons aujourd'hui, suivant la Constitution de 2006, c'est un État unitaire fortement décentralisé. C'est une forme de fédéralisme. C'est-à-dire aujourd'hui, nous avons des députés nationaux qui représentent l'État unitaire. De l'autre côté, nous avons des gouvernements provinciaux, des chambres de députés provinciaux qui représentent la décentralisation. C'est quand tu regardes au niveau de la forme, il n'y a pas tellement de différence avec la fédération. Sauf qu'officiellement, le pouvoir de la défense, le pouvoir de la police, des affaires étrangères, c'est toujours l'État central. L'État central peut gérer la police même au niveau de provinces décentralisées. Alors que si on était dans le fédéralisme, là, ce serait plutôt une situation où les provinces deviendraient comme des États autonomes, c'est-à-dire géreraient tout. C'est là où ça blesse quand on sait que les Katangais ont toujours prôné l'État indépendant du Katanga et surtout que vous avez Nanga et Kabila qui ont pris les armes. C'est là où l'UDPS est dérangé. Ouais, c'est surtout ça. Oui, allez-y. Puisque quand on va dans le système fédéral, dans l'idée de politique et de peuple congolais qui sont immatures, excusez-moi, ce n'est pas une injure, politiquement, qui ne sont pas mûrs politiquement, les gens pensent que si on va vers le fédéralisme, comme tu viens de le dire, le Katanga vivra mieux qu'aujourd'hui en se disant ils vont contrôler les revenus Nord des matières premières. Sud Kivu également. Dans la partie orientale va vite se développer. Oui, mais ils imaginent tout ça. Oui. Mais ça pose un problème. Quand on a un État, on met tout dans le pot commun pour que le Katanga soit ce qu'il est aujourd'hui. N'oublions pas qu'à l'époque, Léopold II a développé ce pays partant de l'agriculture, de la vente de caoutchouc, de bois et autres. Et c'est cet argent qui a permis qu'on mette en place des industries minières. N'eût été l'Équateur, n'eût été le Maïndombe d'aujourd'hui, le roi Léopold II n'aurait pas eu cet argent-là. C'est cet argent qui a favorisé, qui a facilité la mise en place de l'industrie ou des industries minières. On a bien vécu, mais mettre en place le fédéralisme aujourd'hui, ça équivaut à se tirer une balle dans le pied. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore mûr
pour pouvoir faire en sorte de faire la différence entre la gestion autonome de chaque province et la préservation de l'unité nationale. C'est trop tôt. On a toujours évité cela en mettant en place un système unitaire, décentralisé fortement. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Ce n'est pas un État unitaire fortement centralisé, c'est un État unitaire fortement décentralisé pour donner une partie du pouvoir aux provinces. Qu'est-ce que ça a donné à ce jour si on fait des bilans? Le problème, c'est que personne ne fait des bilans. Si on fait des bilans de chaque province... Un bon questionnement. Ouais, si on fait des bilans, il y a un problème. Il y a un problème, il y a une difficulté qu'on rencontre dans chaque province. Ils ne savent pas gérer. On a une difficulté aussi au niveau unitaire où l'État ne respecte pas toujours, le gouvernement central ne respecte pas toujours les textes. Ça pose un problème. Il faut qu'il y ait un débat là-dessus, au-delà du fait de dire « Ah non, il faut favoriser l'autonomie de province pour être plus près du peuple ». On peut être plus près du peuple avec un système fortement décentralisé. Mais il y a aussi une autre forme cachée dont on ne parle pas, qu'on a aussi pratiquée à l'époque de Mobutu, une forme de l'État unitaire avec une forme de déconcentration. C'est à savoir, l'État est unitaire, mais c'est l'État qui nomme les gérants, les dirigeants sur le plan administratif qui représentent l'État dans les provinces, dans le système de déconcentration qu'on a vécu. Aujourd'hui, on est dans un système hybride, on peut dire, à cheval entre l'unitarisme et le fédéralisme. Et si l'autre, disons, je ne vais pas citer son nom, pour ne pas dire Kamitatu, veut le fédéralisme, revenons au débat sur la Constitution. C'est-à-dire que c'est un débat intéressant. Donc il faut revenir sur ces débats-là. Doit-on ou non changer le système politique dans notre pays en changeant de constitution? Moi, je suis pour qu'on change de constitution. Le contexte ne le permet pas parce qu'il y a... Après la guerre. Il y a la guerre qui nous est imposée. Le président Tshisekedi était à Lubumbashi. Il a présidé le 40e Conseil des ministres. Il a également inauguré quelques infrastructures sanitaires, un grand centre hospitalier. Il a également posé la première pierre de la modernisation de l'aéroport Loanon. C'est la dernière thématique que nous allons clôturer par là. Katende Junior, le président Tshisekedi, on l'accuse d'avoir encore promis de relier la capitale, la voie ferroviaire, c'est ce qu'il avait dit, qu'il compte que les rails quittent de Lubumbashi en passant par les Kasaï et puis chuter à Kinshasa pour connecter le Congo. Prince Sepeng regrette, il dit qu'il ne devrait pas. Dans 2 minutes. M. Prince Sepeng fait du cinéma, il fait du folklore. Avant de matérialiser une vision, il faut commencer à la penser. Pourquoi vous interdisez à un chef de l'État de le faire? C'est un raisonnement scientifique normal. À moins qu'on puisse devenir comme des fous, on pose des actes sans réfléchir. Le chef de l'État dit que pour la RDC, il faut qu'il y ait ces corridors-là, ces chemins de fer qui vont relier toutes ces provinces-là pour rendre nos provinces viables. Il y a quelqu'un qui a dit, Franck Fanon, pour ne pas les citer, que sans les chemins de fer, le Congo ne vaudrait même pas un penny. Quand bien même je pense que... Non, c'était Stanley. Ouais. François Fanon, c'était la gâchette là. Ouais, ok, très bien. Donc, quand bien même je ne corrobore pas à 100% ce qu'il dit, parce que il y a pas, les chemins de fer sont presque inexistants en RDC, mais le Congo vaut quelque chose. Voilà pourquoi on continue à... Mais faudrait-il encore promettre quand on sait que beaucoup de promesses n'ont pas été réalisées? Oui. Il a émis un vœu. Ce n'est pas une promesse. C'est un vœu. Je souhaite que... Pour lui, il interprète ça que c'est une promesse. Donc il y a un problème de français qui se pose à ce niveau-là. Le chef de l'État a émis un vœu. Oui, mais quand le chef de l'État n'a rien promis. Quand on est président de la République... J'ai dit, monsieur Vincent, je souhaite que demain, je puisse vous voir DG d'une grande chaîne de radio et de télévision de la place. C'est un souhait, c'est un vœu. Je ne vous promets rien, mais je émets un vœu. Mais par ce vœu-là, je veux me battre... On parle de la déclaration du président de la République. C'est solennel et c'est différent. Non. Le vœu d'un chef de l'État est différent d'un vœu d'un citoyen lambda. Parce que lui, il a le pouvoir. Nous l'avons élu pour résoudre nos problèmes à nous sur le plan social. Quand le chef de l'État émettre un vœu, oui. D'abord, on se met d'accord que ce n'est pas une promesse. Il émet un vœu. Mais maintenant, il fait de sorte que, pour que ces vœux... C'est un rêve, n'oubliez pas, il a parlé... Pour que ces rêves-là se matérialisent. Comme Martin Luther King, il a un rêve. Vous savez, le plus grand problème de nos chefs d'État, depuis 1960 jusqu'à nos jours, ce sont les collaborateurs. Seul Dieu
est capable d'être derrière sa parole pour la réaliser. Mais pour les cas des chefs de l'État, ce sont ces collaborateurs qui doivent noter toutes les paroles émises par les chefs de l'État pour veiller à ce que ça puisse se réaliser. Et qui recrute les collaborateurs du chef de l'État? J'y viens, mais c'est le chef de l'État lui-même. J'ai l'impression que... Donc c'est lui-même le problème, lui-même le blocage. Problème. Les chefs, vous savez... Quand vous recrutez mal votre équipe... Actuellement au Congo, nous avons un grand problème, c'est le problème de la corruption. Quand les chefs te casent quelque part, tu te dis qu'est-ce que je dois faire pour essayer de les mettre plein les poches. Mais le chef de l'État n'est pas devin pour savoir que quand je case X ou Y, X va se me comporter. Oui, mais vous à l'IDPS, pourquoi on ne vous a pas casé? Vous parlez trop à la télévision avec un français rose. Pourquoi on ne m'a pas casé? Oui. Vous êtes ingénieur BTP. Pourquoi on ne m'a pas casé? Vous pouvez être même aux ITP, là où il y a Guissaro. Vous savez, cette histoire de Guissaro m'a créé énormément de problèmes. C'est mon vieux, hein, je suis en très bon terme avec lui. Que les postes sont éternels. M. Alexis Guissaro est là, il sera là. Pourquoi Kabouya n'arrive pas à vous caser, vous? Le CG Augustin Kabouya, vous savez, actuellement, il fait... Je vais en parler même pendant... Il fait pitié, hein. Déo Bissouba lui colle à la peau. Il est en train de faire face à un problème qui ne devrait pas être. Là, je m'adresse au chef de l'État. Quel problème? Moi, je vais le dire clairement. Oui. Les gens risquent à commencer à penser que le chef de l'État soutient les désordres qui se passent à l'IDPS. Et ce qui n'est pas correct. Nous avons l'occasion d'être un parti du président de la République. Le président de la République ne peut pas tolérer qu'il puisse y avoir un désordre au sein même de son parti. Je vous dis, mais il y a des gens qui sont arrivés en 2018 comme le professeur Mbata. Vous pensez que quelqu'un comme le professeur Mbata et quelqu'un comme Augustin Kabouya, aujourd'hui, devant une situation qui engage le régime, la viabilité du régime, entre les deux, qui va se réchiner? Kabouya ne l'a pas fait hier, il ne le fera pas aujourd'hui quand il est au pouvoir. Mais il y a des gens qui sont arrivés, parce qu'ils sont au pouvoir aujourd'hui, ils deviennent IDPS plus que Kabouya. Et ça, c'est dangereux. Nous demandons au professeur Mbata d'avoir un peu de retenue. S'il est devenu aujourd'hui ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce que Kabouya l'a soutenu hier. Mais si lui commence à se mettre à combattre Augustin Kabouya, s'il vous plaît, je termine par là, à combattre Augustin Kabouya, mais il combat les chefs de l'État. Mais comment le chef de l'État peut accepter de laisser que cette situation perdure? L'IDPS n'a pas de secrétaire général. Le secrétaire général, c'est Augustin Kabouya. Le vieux Bizibou, quand il est passé à la RTNC, il s'est présenté comme secrétaire général adjoint. Mais finalement, en quoi on joue? On doit arrêter avec ce jeu-là, trop c'est trop. Merci, Kat, le message est passé. Juriste consulte, en tout cas, résumez-vous. On a fini cet entretien. Oui, sur la question des Bizoumou. Oui. Non, mais sur l'UDPS, je ne comprends pas. Je ne comprends pas que l'UDPS soit en déconfiture. Aujourd'hui, Kabouya est député. Moi, je pense que le bon sens aurait fait que Kabouya se contente du poste de député. Il y a beaucoup de travail. S'il veut vraiment jouer son rôle de député, et laisser le parti à quelqu'un d'autre et garder la présidence. Mais pourquoi s'arroger n'empêche pas à travailler comme secrétaire général? Pourquoi s'arroger à la fois la présidence, le secrétariat général en étant député? Il ne s'est pas arrogé, c'est son statut qui permet qu'il soit omniscient. Je dis qu'il faut arrêter. On n'a pas appris de Kabouya qu'il était dans le passé, avant d'être secrétaire général, quelqu'un qui avait des compétences, multicompétences dans le passé. On l'a toléré en tant que secrétaire général, aidé en cela par d'autres personnes, en étant président, puisqu'il n'y a pas le président. Il peut se décharger, il est full. Pourquoi vous voulez, la démocratie doit commencer pour infeuder notre parti davantage? Non. La démocratie commence par le parti présidentiel. Bien entendu. Je vous dis jusqu'à preuve du contraire, Augustin Kabouya a la confiance du chef de l'État. Dès là, tous ceux qui vont à la contre s'opposent à la vision du chef de l'État et ça c'est dangereux. D'accord, merci à vous. On a fini cet entretien. C'était Katende Junior de l'IDPS, Gandhi Kassede. Juriste consulte. Merci à vous, fidèles téléspectateurs et nos followers sur les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour parler du Congo. À tous et à tous. À très vite. Ouf. Ça lit bien. Donc, mais bon. Bah, bien sûr.